Bonjour, intelligence artificielle et achat public, solutions, risques, perspectives. L'intelligence artificielle est de moins en moins balbutiante, surtout quand on abandonne les outils grand public pour aller vers des outils dédiés spécifiques. Nous, par exemple, en matière de base de données juridiques dotées désormais d'IA, il y a plusieurs outils. On a des évolutions qui restent limitées avec des bugs, avec des erreurs, mais qui restent intéressantes et qui globalement font un travail de niveau stagiaire. Voilà. Donc, les choses évoluent. Et évidemment, ça interroge sur les rapports entre l'homme et la machine, bien sûr. Les institutions publiques s'en préoccupent. Je vous invite à lire cette étude du Conseil d'État qui est intéressante, qui s'affiche à l'écran. Et les métiers publics vont évoluer, plus ou moins vite selon les cas, en ce domaine, et voir sur ce point une étude très intéressante de l'INET diffusée au printemps 2024. Voici, ici à l'écran. Et souvenez-vous, on avait fait une vidéo ensemble à ce propos, dans le cadre de ces rendez-vous hebdomadaires entre notre cabinet Landau Associés et VK. Voici ici en bas l'adresse sur YouTube. En matière de commande publique, là aussi on en avait déjà parlé, on a un changement dans le sourcing. D'ailleurs, ça importe de travailler différemment parce que si, par exemple, j'ai l'acheteur public qui fait son sourcing avec une IA, il peut avoir besoin des services utilisateurs pour des raisons, par exemple, de quasi-synonymie, mais surtout, s'il avance trop loin, on risque de vexer le service utilisateur ou de donner l'impression qu'on ne travaille pas en bonne intelligence. Donc, beaucoup travaillent en IA, avec l'IA, en sourcing, mais via une réunion, une autre manière de procéder donc avec les futurs services utilisateurs. Attention à ce propos à de nombreux biais, car il peut y avoir des exclusions ou des inclusions dans les phases de sourcing, avec des risques de synonymie, de quasi-synonymie, des risques de biais parfois provoqués par les entreprises elles-mêmes. Et puis, il y a des logiciels spécifiques désormais, y compris en commande publique pour le sourcing, rédaction d'actes, off, suivi de l'exécution, ce qu'on appelle le risque fournisseur, avec des avantages et des inconvénients, bien sûr. L'achat d'IA lui-même commence à être aussi un défi nouveau pour les acheteurs. Sur tout ceci, j'ai voulu poser des questions à deux personnes que j'ai souvent croisées sur ces sujets-là et qui m'ont toujours beaucoup intéressé, donc je suppose que vous serez intéressés vous aussi. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour cher maître. Première question, quelles sont les solutions à ce jour en matière d'IA et de commande publique donc? Très bonne question. En effet, elles sont pléthores, mais elles ont chacune d'entre elles un différent niveau d'utilisation dans le domaine de l'achat public au service de l'achat public. Alors, selon ce que l'on cherche, on pourra aller davantage vers une IA généraliste, c'est-à-dire disponible sans adaptation, une IA plus spécialisée, disponible sur étagère, ou encore une IA vraiment spécialisée, mais répondant à des besoins spécifiques de notre organisation. Alors, dans le cas d'une IA non spécialisée, disponible sans adaptation, on ira se tourner plus aisément vers une application d'intelligence artificielle générative qui sera accessible au grand public. On les connaît tous, sans les citer de manière exhaustive, le ChatGPT d'OpenAI, le Bing ou le Copilot de Microsoft, ou encore Claude de la société Anthropic, sont tout autant des modèles vers lesquels nous pouvons aller pour tout simplement, de manière assez gratuite, même s'il existe différents modèles avec des formules payantes, eh bien, obtenir des solutions immédiates en y intégrant quelques requêtes. Ça, ce sont des IA non spécialisées, mais puisqu'elles sont sans adaptation, elles viennent aussi avec un certain nombre de risques. Mais ça, on le verra aussi dans quelques instants. Vous donnez quelque chose de concret, en fait, en cas d'usage, par exemple, avec ces IA, il nous est tout à fait possible d'identifier facilement, à travers une liste de la nomenclature achat de l'organisation, eh bien, le code de nomenclature le plus adapté à des fournitures, services ou travaux. Par exemple, en se posant une question simple directement dans l'outil, d'après cette plage de nomenclature, quels seraient les codes les plus pertinents qui correspondraient à cet objet de marché? C'est quelque chose de très concret. Et c'est la même chose pour d'autres domaines dans lesquels on pourrait demander de la reformulation, une simplification de clauses standards ou anonymisées, ou même de la traduction, bien sûr. Donc ça, c'est quelque chose d'assez simple d'accès.
Ensuite, on a des IA plus spécialisées, et là, on entre vraiment dans le cœur de métier des éditeurs de logiciels, de solutions qui vont venir aider, à travers des soupçons d'intelligence artificielle, eh bien l'accomplissement des missions de l'achat public. Là, ce sont des outils plus sur étagère, sont disponibles en SaaS ou en client lourd, et qui ont déjà été développés ou qui commencent à être développés pour répondre à un besoin spécifique. Là, on trouvera sur le marché, sans à nouveau citer de marque, eh bien, certains éditeurs qui proposeront, face à un besoin de l'acheteur, la possibilité d'identifier plus facilement des fournisseurs, de gérer des contrats ou alors d'analyser des dépenses. Et ça, tous ces outils ils sont soit indépendants, soit peuvent constituer la brique d'un système d'information achat. Donc, c'est souvent sous forme de licence d'essai dans laquelle on vous dit l'intelligence artificielle eh bien, existe, elle a été intégrée dans notre processus et elle peut bénéficier à votre processus achat. Et enfin, le dernier choix, bah, c'est le plus intégré, celui qui demande à l'acheteur et à l'organisation de définir le plus largement son besoin. C'est celui où on répond à un besoin spécifique avec un cahier des charges, une adaptation ou un développement qui est assuré en interne ou carrément externalisé partiellement ou totalement. Et là, il faut se tourner vers la constitution vraiment de clauses contractuelles type pour la passation de marché de systèmes d'IA qui sont, attention, considérés à plus ou moins risque. Et puis, on passe par une procédure assez classique, appel d'offres, procédure avec négociation, ou peut-être jusqu'au partenariat et l'innovation. C'est un peu ça le panorama que l'on peut faire des outils d'IA. Chacun y va un peu de son expérimentation et tente aujourd'hui de trouver la solution qui est la plus adaptée pour ses besoins. Et quels seraient les risques, selon vous, liés à l'IA et la commande publique? Eh bien, les risques sont nombreux dans l'intelligence artificielle pour la commande publique. Alors, il faut savoir que en ce moment, il y a quand même beaucoup de publications qui disent que quand on s'intéresse à l'intelligence artificielle, on ne s'intéresse pas suffisamment aux risques et aux côtés sombres de l'intelligence artificielle. Et pourtant, en 2023, il y a eu 2 études en France qui se sont intéressées à cette question de l'intelligence artificielle et de ses risques, l'une par Village de la Justice et l'autre par la Chaire de droit des contrats publics. Et il ressort de ces 2 études que les principaux risques tiennent à la confidentialité des données des entreprises, au secret des affaires, aussi à la perte de savoir et à la déconnexion du réel. Cette déconnexion du réel est sans doute l'une des plus problématiques parce qu'à force d'avoir des outils qui vont remplacer certaines analyses humaines, on peut se retrouver dans une situation où la solution qui va être proposée par l'intelligence artificielle est déconnectée des réalités du terrain, ce qui peut être très problématique, notamment lorsqu'il y a des questions liées à des chantiers, à des retards de chantier, à de la coactivité, etc. Mais il y a une autre subtilité aussi dans l'intelligence artificielle liée à l'achat public qui est extrêmement importante d'un point de vue juridique. C'est la discrimination que peut créer une intelligence artificielle dans le cadre d'un processus d'adjudication, de passation d'un contrat public. On le sait, il y a tous les contrats, les marchés publics et les concessions doivent respecter des procédures qui sont établies par les directives européennes et également par le Code de la commande publique. Et lorsque vous avez une intelligence qui est générative et même auto-générative, donc elle peut modifier son comportement et son analyse et donc modifier son codage interne au fur et à mesure qu'elle est utilisée et qu'elle acquiert des connaissances, eh bien, progressivement, elle pourra créer des biais dans la sélection des entreprises. Et ça, c'est problématique. On le voit notamment avec les réseaux sociaux. Il y a eu ces grands débats, notamment lors des élections, les élections américaines et même durant le Brexit, où on se rend compte que du certain contenu va être automatiquement mis en avant plutôt que d'autres. Il y a même eu aussi des biais discriminants où il y avait des propos, on va dire, antiféministes, racistes parfois, qui sont créés, qui sont mis sur le devant de la scène par l'intelligence artificielle de certains réseaux sociaux. Et bien là, on pourrait avoir une certaine analogie en matière de contrat public où quand l'intelligence artificielle va analyser toutes les données qu'elle a sur les contrats qui ont été attribués, va se rendre compte que souvent, pour ce type de projet, c'est telle entreprise qui remporte les marchés ou telle structure parce qu'elle a suffisamment de fonds, eh bien, elle risque d'avoir une discrimination contre les petites et moyennes entreprises ou contre telle ou telle entreprise qui n'a pas eu de marché depuis peut-être les 6 derniers mois ou 1 an, parce qu'elle aura assimilé que telle ou telle entreprise n'est pas suffisamment choisie.
Et donc, on se retrouve dans une situation qui est assez préoccupante, c'est que si on fait constamment confiance à l'intelligence artificielle, les processus de passation des marchés publics ne seront pas suffisamment sécurisés. C'est pour cela qu'il faut à tout prix garder en tête qu'il faut, à un moment ou à un autre, avoir l'humain qui intervienne lors de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et ceci vaut tant pour le choix des offres et l'analyse des offres, mais en amont, quand on utilise l'intelligence artificielle pour la rédaction des contrats et notamment des clauses. Parce qu'il ne faut pas faire du copier-coller, et c'est le risque qu'il peut y avoir avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle va se dire, bah, on voit que généralement on utilise telle clause pour tel contrat, mais il ne faut pas oublier qu'un contrat, chaque contrat de la commande publique est un prototype, et donc doit être sur mesure en fonction du projet. Et pour des projets d'une certaine complexité, alors je ne parle pas de simple achat de fournitures, par exemple d'ordinateurs ou de smartphones, mais lorsqu'on est sur des véritables projets, notamment immobiliers, la construction d'un stade ou alors une délégation de services publics dans le transport avec une volonté de développement durable et même, on pourrait même dire aussi d'intégration dans une logique de smart cities, eh bien, ici, on ne peut pas se contenter d'utiliser une intelligence artificielle sans contrôle de ce qu'elle va nous proposer. J'imagine que cela vous conduit à quelques recommandations opérationnelles? Eh bien, avant que Jérémy Bacalian précise certains principes inhérents à l'utilisation de l'intelligence artificielle, j'aimerais préciser quelques points en pratique qui sont importants. Déjà, je le disais tout à l'heure, il faut toujours qu'il y ait le regard humain derrière. Mais ceci ne doit pas se contenter d'un regard sur le résultat ou la solution proposée. Il faut qu'il y ait une vérification constante des algorithmes des intelligences artificielles. Alors, bien sûr, ce ne sont pas les juristes qui seront les mieux à même d'effectuer ce travail, mais il y aura des ingénieurs et il y aura, je pense, un point important à avoir en tête, c'est que avec l'essor de l'intelligence artificielle, le juriste de la commande publique ne peut pas se contenter d'agir isolément. Il devra forcément être en lien avec des ingénieurs informaticiens, des data analystes également. Et en faisant ce contrôle, on va dire, de manière régulière, alors pas forcément tous les jours, mais en tout cas de manière, on va dire, au moins mensuelle, pour vérifier qu'il n'y ait pas de biais qui s'installent au fur et à mesure, on pourra sécuriser les processus d'adjudication, mais également les processus de préparation des documents de marché. Il y a aussi un autre point qui est important, il faut qu'il y ait un contrôle de la part des opérateurs économiques, et pour cela, il faudrait peut-être une évolution de la jurisprudence du Conseil d'État, et je pense à la jurisprudence de Parcoursup, où le Conseil d'État n'avait pas donné la possibilité de pouvoir vérifier l'algorithme de Parcoursup. Pour éviter qu'il y ait ces biais qui s'installent, il faudrait à tout prix, et je pense que c'est une révision du Code de la commande publique qui devrait faire cela, il faudrait à tout prix que les opérateurs économiques puissent avoir accès à ce code de l'intelligence artificielle. Et quels seraient les principes directeurs d'un système utilisant l'IA en commande publique? Pour nous, il faut absolument que le principe de dignité humaine, c'est-à-dire que l'humain soit au centre de toutes les préoccupations, soit placé en haut des préconisations d'un système d'IA responsable. Il faut qu'il y ait une réglementation qui l'encadre, et on a déjà eu des premières pistes, en tout cas des premiers textes, dont l'acte d'intelligence artificielle de l'Union européenne qui est paru l'été dernier. Nous avons également une nécessité d'encadrement des risques qui sont liés à l'intelligence artificielle, mais ça peut être à la fois de la réglementation externe à l'organisation, mais également des codes de conduite spécifiques dans l'utilisation de l'IA au sein des organisations. Il y a un besoin fort d'explicabilité, et ça rejoint cette transparence que mon collègue, M. Bernard, vient bien sûr de pointer, les sujets qui sont relatifs à la protection des données. Et là, il faut faire confiance aux experts, aux techniciens, de ceux qui sont dans les organisations à même d'assurer cette protection des données. Donc les achats ne travaillent pas seuls, ils ont besoin de travailler et de dialoguer avec les parties prenantes, ça c'est aussi un autre principe. Il y a besoin d'étudier l'impact que ça a au sein de l'organisation sur la chaîne de valeur, sur les personnes, sur les emplois, sur l'intégralité des missions et des activités qui pourront être accompagnées ou recouvertes par l'intelligence artificielle. Comprendre également quelles sont les limitations de l'IA, et ça, pour les comprendre, eh bien, il faut que les utilisateurs puissent monter en compétences, puissent être formés, puissent être acculturés,
Et enfin, il faut un contrôle interne ou externe indépendant. Il faut que ça puisse se développer pour que continuellement les systèmes d'intelligence artificielle soient bien intégrés au sein de l'organisation et qu'il y ait une vraie gouvernance de la donnée qui soit mise en place afin d'assurer le haut niveau de responsabilité que le système d'IA va impacter dans son intégration au sein de l'organisation. Donc ça, ce sont des principes directeurs, ça peut être ceci ou quelques autres qui viendront compléter bien sûr ce panorama, mais on les retrouve assez communément dans l'intégration, dans la réflexion qu'il y a de l'intégration d'un système d'IA. Que voyez-vous en termes d'évolution à court terme, selon vous donc, pour l'IA en commande publique? Par exemple, avez-vous, vous, des projets concrets? Pour ne répondre que du côté ma petite fenêtre, celle de la région Île-de-France, en tout cas, et de tout le périmètre qui lui revient à travers ses politiques publiques et ses missions cœur de métier, eh bien, la région Île-de-France souhaite investir cette année, en 2025, de nombreuses thématiques sous le prisme de l'intelligence artificielle, dont l'achat public, avec un axe dédié qui s'appelle « Augmenter l'achat public ». Et là, en fait, tout le champ des possibles sont ouverts. Est-ce que l'on va regarder le sourcing, l'expression des besoins, l'identification des codes de nomenclature pertinents, comme je le disais un peu plus tôt, la rédaction de pièces administratives, l'analyse de candidatures? Ce sont autant de projets qui pourraient être étudiés, mais pour lesquels des analyses d'impact doivent être conduites afin de concrètement savoir si l'intelligence artificielle viendra accompagner de manière raisonnée au sein de l'organisation l'accomplissement de nos missions. Un autre exemple, Cédric? Et j'ajouterais un point qui est important, c'est avec le Building Information Modeling, donc la numérisation du bâtiment numérique, enfin de modèles numériques, puisque des solutions anglaises prévoient maintenant l'intégration d'outils d'intelligence artificielle à cette maquette numérique qui permet de prévoir tout ce qui concerne le développement durable avec les déperditions énergétiques, avec les émissions de CO2 et le cycle de renouvellement des matériaux. Et je pense que là aussi, c'est une piste pour l'achat augmenté dont parlait Jérémy Bacalian pour la région Île-de-France. Et c'est une piste de réflexion pour tous les acheteurs publics. Et on pourrait même aller aussi aux autorités concédantes pour les services, puisqu'avec les Smart Cities, l'intelligence artificielle est de plus en plus présente et permettra d'optimiser les services rendus aux citoyens. C'est tout à fait intéressant, merci, au revoir. Merci cher maître et monsieur Bernard, et à très bientôt. Merci également Jérémy Bacalian, merci également à vous maître Lando, et à très bientôt. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, par Lando associé pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.